bulletin sur Fraternité FM. Madame, monsieur, bonjour à la une de l'actualité ce jeudi après les résultats du double scrutin du 11 janvier dernier. La force Kori.Binet émergent à Montocrino, le parti de Paul Rompé dénonce un système électoral en panne et de graves dysfonctionnements observés lors du scrutin. C'est à travers une déclaration transmise à la presse. On en parle. Pendant ce temps, quel impact le retrait des États-Unis d'une soixantaine d'organisations internationales peut-il avoir sur l'économie mondiale? C'est la question à laquelle Cyril Djawamon, socio-économiste de développement, apporte des clarifications. L'invité du Grand Direct de l'information craint pour la santé, l'éducation et le développement communautaire et appelle les ONG à se réinventer. Il sera dans ce bulletin. Hors des frontières béninoises, des tirs nourris ont retenti dans la nuit du mercredi à ce jeudi à Niamey, la capitale nigérienne. L'origine des déflagrations demeure inconnue, mais elles ont provoqué une atmosphère de panique. Aux dernières nouvelles, le calme serait revenu dans la ville. On en parle dans la page Afrique. Bienvenue à chacun et à tous. Après les élections législatives communales du 11 janvier dernier, la force Kori.Binet émergent FCPE dénonce un système électoral en panne et appelle à un sursaut démocratique. Attendu depuis les élections législatives communales, la réaction du parti est intervenue à la suite de la publication complète des résultats, notamment ceux des communales proclamés le 27 janvier. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, la formation politique dirigée par Paul Rompé regrette que les résultats proclamés aient écarté une nouvelle fois la FCBU et plus largement l'opposition de l'ensemble des instances dirigeantes du pays. Selon le parti, notre système démocratique est en panne, une situation qui aurait pour conséquence une division croissante entre les citoyens. La FCBU critique également les réformes électorales jugées unilatérales, estimant qu'elles n'ont profité qu'à ceux qui nous gouvernent depuis 2016 et qu'elles sont porteuses de décisions d'exclusion et de déséquilibre institutionnel. La déclaration évoque par ailleurs de graves dysfonctionnements observés lors du scrutin, en citant notamment l'achat de conscience, le bourrage des urnes, des votes multiples ou encore des retards ciblés dans le déroulement du vote. C'est une actualité internationale majeure. Le retrait des États-Unis d'une soixantaine d'organisations internationales, dont 31 sont liées aux Nations Unies. Cette politique, l'Amérique d'abord vise à couper les financements et à rejeter les institutions jugées coûteuses ou contraires aux intérêts américains. Cyril Djawamon, socio-économiste de développement, livre ses analyses sur cette décision. L'invité du Grand Direct de l'information de ce jour a d'abord donné son interprétation de cette décision prise par l'administration Trump. Le retrait, n'est-ce pas, s'inscrit dans la volonté du président élu, le président Trump, a donné véritablement corps à son slogan de MAGA. Vous l'avez certainement entendu, Make American Great Again, c'est-à-dire que fait en sorte que l'Amérique se repositionne de son point de vue en termes de grandeur, en termes d'acteurs majeurs dans l'animation de la vie économique, sociale, culturelle même au niveau mondial. Et donc, du point de vue de l'acteur principal concerné, du président Trump, c'est que ce retrait, les organisations desquelles les États-Unis décident de se retirer, ces organisations ne servent plus véritablement les intérêts américains. L'objectif, c'est l'argument avancé. Comment est-ce qu'on analyse? Je pense que ça peut aller dans tous les sens, suivant, n'est-ce pas, les intérêts et les acteurs que vous avez en présence. Le contexte, c'est que les organisations desquelles les Américains se retirent et qui fait débat actuellement, les organisations desquelles ils sont à 90% contributeurs en termes financiers. C'est-à-dire que ce sont des organisations qui financièrement dépendent de l'apport des États-Unis. Et donc, lorsque l'acteur majeur en termes financiers se retire, n'est-ce pas, et avec effet immédiat des organisations comme cela va sans dire que l'avenir ou le suivi même de ces organisations est vraiment sujet à débat. Lorsque nous prenons par exemple une organisation, c'est vrai que lorsque je nomme l'OMS par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, de laquelle les États-Unis se retirent, c'est vrai que c'est une organisation qui a des contributions pas mal d'autres acteurs, pas que des États-Unis, mais reste véritablement
un apport majeur. Un acteur comme les États-Unis qui se retire d'une organisation comme celle-là, une organisation assez pertinente pour réguler la santé au niveau mondial, quelles que soient les polémiques, quel que soit ce qu'on leur reproche. Il me semble qu'il faut s'attendre à ce que les activités d'une organisation comme celle-là sont trop perturbées. Une agence pour l'assistance au retour des afro-descendants va bientôt voir le jour au Bénin. La décision a été prise ce mercredi 28 janvier en Conseil des ministres. L'agence pour l'assistance au retour des afro-descendants, c'est la nouvelle structure que le gouvernement met en place pour faciliter le processus d'obtention de la nationalité aux Béninois de la diaspora. Pour le gouvernement, il s'agit d'un dispositif institutionnel visant à orienter, accompagner et canaliser le processus conduisant à l'acquisition de la nationalité béninoise dans un cadre organisé, sécurisé et lisible pour les bénéficiaires. La mise en place de cette agence s'inscrit dans le cadre de la loi du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux afro-descendants, selon Wilfried Leandro Ngwedi, porte-parole du gouvernement béninois. La mise en place de cette structure est une réponse aux attentes des nombreux requérants qui se manifestent depuis l'adoption de la loi 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux afro-descendants. Il s'agit d'un dispositif institutionnel pour orienter, accompagner et canaliser le processus conduisant à l'acquisition de la nationalité béninoise dans un cadre organisé, sécurisé et lisible par les bénéficiaires. Il comporte l'avantage d'assurer sur la durée la cohérence et la continuité de la mise en œuvre de cette politique nationale. Ses principaux objectifs sont améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes éligibles en mettant en place un guichet unique de formalités permettant une orientation fiable sans se substituer aux autorités décisionnelles. Préserver les prérogatives régaliennes de l'État, notamment en matière de nationalité, en instaurant un suivi rigoureux, toutes choses contribuant à éviter la confusion de rôles entre les structures dédiées. En décidant de la création de cette agence, le Conseil a également approuvé ses statuts. Vous l'avez compris, c'est l'heure de parler des nouvelles sportives. C'est avec vous, Jacques Débé. Bonjour. Bonjour, bonjour à toi, Denis Djibril. Finale de la CAN 2025, l'arbitre Jean-Jacques Ndala officiellement blanchi par la CAF. Après une analyse rigoureuse du dossier de la finale de la CAN 2025, la CAF a levé tous les soupçons pesant sur Jean-Jacques Ndala. Aucune irrégularité n'a été détectée, balayant ainsi les critiques formulées après la rencontre. L'instance africaine a souligné la qualité des décisions prises sur le terrain, confirmant que l'arbitre a respecté en tout point les lois du jeu. Ce verdict vient clore une période d'incertitude et de débats passionnés dans les médias sportifs et dans l'opinion publique en Afrique. En blanchissant l'officiel congolais, la CAF réaffirme son soutien à l'élite de l'arbitrage continental. Jean-Jacques Ndala ressort de cette épreuve avec un professionnalisme conforté, prêt à poursuivre sa carrière au plus haut niveau international. Et si le sifflet congolais n'est pas condamné, ce n'est pas le cas de la Fédération sénégalaise de football qui devra s'acquitter de 429 millions de francs CFA d'amende. On en parlait dans le grand directeur de l'information ce matin. Le sélectionneur des hommes de la Teranga, des Lions de la Teranga, écope de 5 matchs de suspension dans les compétitions de la CAF, assorti d'une amende de 60 millions de francs CFA pour comportement antisportif. 2 joueurs, Iliman Ndiaye et Ismaël Assa, sont suspendus 2 matchs CAF chacun. Il faut dire que le Maroc a été également sanctionné. Mercato, Benzema part au clash et refuse de jouer pour Al-Ittihad. Vers un clap de fin pour l'attaquant Karim Benzema à Al-Ittihad. En fin de contrat en juin prochain, le Français semblait pour autant bien parti pour prolonger l'aventure avec la formation saoudienne. Mais selon les informations du quotidien L'Équipe ce jeudi, la première proposition de l'actuel 6e de Saudi Pro League, jugée insultante, a été prise comme un manque de respect par l'entourage du Ballon d'Or 2022. Elle reviendrait à jouer gratuitement, a fait savoir le clan de l'ancien Lyonnais. Maintenant, comme annoncé par le média Foot Mercato, le tricolore a pris la décision de se mettre en retrait de son équipe et refuse tout simplement de jouer dans ce contexte tendu à Al-Ittihad. Benzema pourrait-il animer la fin de ce mercato hivernal? La question reste posée.
Merci à vous, Chaque DB, pour toutes ces précisions. Tristoni Sakou, bonjour. Bonjour Manzourat. Au Niger, des tirs de détonation d'origine inconnue entendus dans la nuit à l'aéroport de Niamey. Effectivement, l'aéroport international de Niamey a été le théâtre de violences tard mercredi soir. De fortes détonations et des tirs nourris ont été signalés cette nuit dans la zone. Le calme est revenu, mais l'identité des assaillants n'est pas connue et aucun bilan n'est disponible pour l'instant. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent les traînées lumineuses dans le ciel, signe de défense antérienne, et est probablement entré en action, peut-être contre une attaque de drone. Conférence de Paris sur la République démocratique du Congo, près de 900 millions d'euros mobilisés pour l'assistance humanitaire. Ah oui, 3 mois après la conférence de Paris sur les Grands Lacs, où en est-on concrètement? Cette conférence organisée le 30 octobre 2025 à l'initiative de la France et du Togo avec comme but affiché de mobiliser la communauté internationale face à l'urgence humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo et plus largement dans la région des Grands Lacs. Ce jour-là, près de 70 États et organisations internationales ainsi qu'une quarantaine d'ONG s'étaient réunis. Pétrolier Mersin au large de Dakar, deux nouveaux éléments confirment la thèse d'une attaque à l'explosif. Oui, selon une vidéo que RFI s'est procurée et dont elle a pu vérifier l'authenticité, le Mersin, ce pétrolier en provenance de Russie qui a subi une entrée d'eau en salle des machines le 27 novembre 2025 au large de Dakar, a été visé par des charges explosives posées à des endroits stratégiques. Des preuves visuelles permettent de conclure à une intervention humaine extérieure ayant conduit à une importante voie d'eau. Quelques jours après l'incident, le port autonome de Dakar avait annoncé une opération d'inspection de navires menée par des plongeurs. C'est sur ces informations que nous mettons un terme à ce bulletin d'information, l'avant-dernier pour le compte de cette semaine. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.